l'orage de meurtre qui se déchaînait à quelques pieds au-dessus de lui ne lui arrivait plus qu'éteint et indistinct. Il allait tâtonnant et perdu dans les veines de l'ombre. Pris dans ce pari de ténèbres, il sentait l'horreur le gagner. Il était tombé d'un cercle de l'enfer dans l'autre. C'est dans l'égout de Paris que se trouvait Jean Valjean. L'égout de Paris et son histoire avaient à tel point fasciné l'imagination de Victor Hugo qu'il en avait fait le lieu de scènes inoubliables. Qualifié tour à tour par l'écrivain d'intestin de Léviathan, de polype ténébreux, d'abîme lépreux, de labyrinthe pestilentiel, l'égout de Paris, qui était déjà légendaire au Moyen-Âge, aura inquiété et trop souvent terrifié sa population pendant des siècles. Conçu à l'origine pour évacuer les eaux usées, les déchets et les eaux pluviales, il constitue aujourd'hui un formidable réseau de galeries souterraines de 2100 km de long, soit la distance de Paris à Istanbul. Il est devenu également avec le temps un gigantesque système de galeries techniques abritant les conduites d'eau ou d'air comprimé, les réseaux de télécommunications et des feux de signalisation de la capitale. Si l'essentiel des ouvrages actuels date de la deuxième moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, leur développement et leur entretien n'ont jamais cessé de préoccuper les édiles de Paris. Représentants des vieilles prévôtés de la monarchie ou des mairies républicaines, tous se sont attachés à développer et à moderniser cette gigantesque voirie intestinale dont dépendait la salubrité de la capitale. La Lutèce gallo-romaine, qui ne regroupe encore que 8000 habitants, s'est déjà dotée d'aqueducs, mais n'éprouve pas le besoin de construire un égout. Sous le règne de Philippe Auguste, le problème de l'évacuation des eaux usées commence à devenir sérieux. Ce roi impose le système des chaussées fendues. Au XIVe siècle, l'évacuation se fait toujours à ciel ouvert, mais dans certains quartiers, les odeurs deviennent insupportables. Le prévôt Hugo Briot fait construire les premiers 468 mètres d'égouts voûtés. Lors du règne de François Ier, dans un Paris qui compte déjà 250 000 habitants, les mauvaises odeurs sont telles que la cour décide d'abandonner l'hôtel des Tournelles en bordure de Seine. De la Renaissance à la Révolution, en dépit des efforts déployés par les différentes monarchies et l'introduction d'innovations imposées par des précurseurs souvent remarquables, François Miron sous Henri IV, Colbert sous Louis XIV, ou Turgot sous le règne de Louis XV, le problème de l'assainissement va en se dégradant, la forte croissance que va connaître Paris rendant tout progrès dérisoire dans ce domaine. Sous le Premier Empire, la ville qui compte 700 000 habitants entre dans les temps modernes. Brunzeau effectue le relevé du réseau existant dans des conditions telles qu'elles lui valent l'admiration de ses contemporains et parmi eux celle de Victor Hugo. « 30 km d'égouts voûtés sont construits sous la direction de Dulot. Ce réseau reste encore fragmenté par grands bassins. Le problème de l'approvisionnement en eau potable reste en suspens. Pour cette raison, en 1832 encore, une grande épidémie de choléra ravage la capitale. Ce n'est que sous le Second Empire que l'on va apporter une solution vraiment moderne et efficace au double problème que posait la distribution en eau potable et l'assainissement d'une ville comptant désormais 1 850 000 habitants. Dans le cadre de la politique de grands travaux menée énergiquement par le baron Haussmann, d'énormes efforts vont être déployés pour mettre durablement la population de Paris à l'abri des grandes épidémies. C'est à l'ingénieur Eugène Belgrand que revient le mérite d'avoir conçu et fait réaliser une bonne partie du réseau d'égouts dont la capitale est encore dotée de nos jours. C'est à lui que l'on doit les grands principes auxquels se doit encore d'obéir l'assainissement moderne et qui impliquent la construction d'ouvrages d'évacuation où l'homme peut circuler et travailler, le tout à l'égout pour chaque immeuble, l'obligation de curage et d'entretien périodique, l'approvisionnement de la population en eau de source pure. Lorsque les travaux de Belgrand sont achevés, le tout Paris ne manque pas de lui rendre hommage. En chapeau haute forme et crinoline, sur des chariots tirés par des ouvriers, on fait de la visite des égouts une partie de plaisir.
Les successeurs de Belgrand complètent et développent sans relâche l'œuvre de leurs grands précurseurs. En 1911, le dernier égout à ciel ouvert est couvert. Entre 1914 et 1977, 600 km d'ouvrages nouveaux sont construits. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les ingénieurs de la ville de Paris font franchir à l'assainissement un nouveau bond en introduisant l'épuration industrielle. Aujourd'hui, et pour une population comptant un peu moins de 3 millions d'habitants, Paris est doté d'un des systèmes d'assainissement les plus fonctionnels, comprenant 2100 km de galeries toutes visitables, 8000 bouches d'égout, 50 déversoirs d'orage, 11 stations de crues et, point important, un branchement au réseau pour chaque immeuble. La modernisation et l'entretien de ce formidable réseau, dont dépend tout l'équilibre écologique de la capitale, constituent l'un des soucis majeurs de la mairie de Paris et plus particulièrement de ses services techniques chargés des problèmes de l'assainissement. Ce vaste programme de modernisation et de remise en état de l'ensemble du réseau parisien, évalué à 800 millions de francs, est à réaliser en 5 ans. Il a plusieurs objectifs. Réhabiliter les égouts anciens les plus dégradés, rénover les usines de pompage, construire de nouveaux ouvrages, automatiser le réseau afin d'en améliorer la gestion et limiter les rejets polluants en Seine. Le réseau de l'île Saint-Louis fait l'objet d'une menace double, la Seine et le temps. C'est dans l'île qu'il est décidé d'entamer ces travaux, et cela dans le cadre d'un renforcement général des terrains. Ce réseau compte 2600 mètres d'ouvrages, dont 2000 mètres d'égouts élémentaires et 600 mètres de collecteurs secondaires. Les eaux usées et pluviales recueillies franchissent la Seine grâce à 2 siphons pour rejoindre le collecteur situé sur la rive droite de la Seine. Les collecteurs, comme les égouts élémentaires, abritent diverses canalisations. Ils sont représentés par 3 sections caractéristiques, constituées de 20 à 30 cm de maçonnerie de meulière, liées au mortier de chaux. L'ensemble des ouvrages a été construit dans des terrains affectés par des désordres permanents et dont les affouillements et les crues périodiques de la Seine sont la cause. Le fleuve soumet l'île à un travail de sape sans relâche, dont les effets sont particulièrement visibles en surface. Cette sourde activité a les répercussions les plus graves sur le réseau d'égouts qui date de la seconde moitié du XIXe siècle. En favorisant le desserrement des terrains, voire même la formation de vides au contact immédiat des galeries, elle est à l'origine de pertes de butées, d'affaissement de radiers, de la fissuration des enduits, de dislocations très préoccupantes qui affectent les parois ou les intersections de galeries. Toutes ces causes amènent des dysfonctionnements du réseau d'assainissement et présentent une menace permanente pour l'ensemble des installations techniques qu'abritent les galeries. Il fut décidé, pour réaliser l'essentiel des travaux, de recourir à l'injection et de procéder en 2 phases. Une première au cours de laquelle on resserrait les terrains les plus lâches ou décomprimés situés à l'aplomb des galeries avec remplissage des vides éventuels. Une deuxième où l'on se consacrait aux problèmes posés par l'égout, au cours de laquelle serait effectué le clavage de l'ouvrage au terrain, le colmatage des fissures, puis la réfection des enduits et des maçonneries. Alors que les travaux de confortement des terrains avoisinants avaient débuté en 1989, les travaux relatifs à l'égout furent précédés de septembre à octobre 1990 par le relevé détaillé des désordres par la société Cimexol, la réalisation de sondages et le prélèvement d'échantillons de maçonnerie pour apprécier leur degré d'altération, des essais de sollicitation en vraie grandeur de la totalité du revêtement par la société Dune. Parallèlement, l'entreprise Solétanche, adjudicataire du marché, a procédé au choix et au dosage des coulis d'injection, à la mise au point de la technique du béton projeté, au choix des matériels de perforation les plus appropriés à l'exiguïté des galeries à traiter. 3 zones caractéristiques de dégradation furent distinguées. Une première qualifiée de fortement dégradée et couvrant un total de 325 mètres, soit 12% de l'ensemble. Une zone dite moyennement dégradée, couvrant un total de 1175 mètres. Enfin, une zone considérée comme étant peu dégradée de 1165 mètres. Ces zones correspondent chacune à 44% environ de tout le réseau de l'île. Les travaux sur le terrain se sont poursuivis
par l'installation à l'extrémité est de l'île Saint-Louis de la centrale de fabrication et d'injection des coulis dotée des systèmes de contrôle et d'enregistrement les plus modernes, et par le nettoyage ou même le curage parfois de certaines portions d'égout. Il fallut procéder à l'installation d'un réseau complexe de conduites pour l'amener des coulis, de l'eau, de l'air comprimé, ainsi que de lignes électriques ou téléphoniques en tout point de chantier, éloignés parfois de 900 mètres de la centrale. Enfin, l'obligation d'avoir à travailler à sec conduisit à mettre en place un système provisoire et amovible de dérivation des eaux usées avec installation de pompage mobile permettant de maintenir le fonctionnement du réseau dans son intégralité. Après ces opérations préliminaires, il fut possible de passer aux travaux de réhabilitation proprement dit, conformément au programme établi. Alors, on procéda à la phase de clavage. Celle-ci a consisté à perforer les revêtements des ouvrages et le terrain sous-jacent sur une cinquantaine de centimètres, selon un maillage prédéterminé en fonction de l'état des dégradations. Puis, après équipement des forages, à réaliser l'injection de serrage et de collage par des coulis de bentonite ciment. Les vides importants révélés par les forages firent l'objet d'un remplissage à partir de coulis de sablon spécialement étudiés. En raison de leur viscosité élevée, interdisant de pouvoir les pomper au-delà de 200 mètres, ces coulis ont exigé l'installation d'un réseau indépendant de conduite avec centrale mobile. La deuxième phase, plus délicate, concernant le traitement des fissures, a d'abord nécessité une préparation des surfaces appropriées. Toutes les fissures menaçant l'intégrité des maçonneries ont d'abord fait l'objet de piquage, brossage et soufflage. Après ces opérations de nettoyage, les fissures ont été équipées en plusieurs points de canules spéciales pour l'injection de colmatage. Celle-ci a été réalisée à partir de 2 coulis spéciaux suivant l'ouverture de la fissure. Les plus fines ont été injectées au microsol, celles de plus de 1 mm d'ouverture étant traitées avec un microsol dit rigidifié. Ces 2 produits, brevets de l'entreprise Solétanche, s'imposaient d'autant mieux qu'ils présentent un fort pouvoir de pénétration et qu'étant composés de particules non solubles, ils étaient en mesure de conférer aux maçonneries traitées des qualités qui restent acquises dans le temps. Les 2 premières phases de travaux visant à rétablir la stabilité générale des ouvrages étant terminées, on passa au renforcement des parties déstructurées du réseau. Après préparation des surfaces à traiter et dépose des conduites et canalisations, la réparation a consisté à mettre en place un chemisage en béton de fibres projetées sur une épaisseur de 5 cm. L'ordre des opérations a été le suivant. Projection d'une première couche de béton fibré de 2 cm d'épaisseur sur la voûte et les pieds droits. Mise en place et fixation d'un treillis soudé pour améliorer l'accrochage du nouvel enduit et renforcer le chemisage. Projection d'une deuxième couche de béton fibré. Les bétons de fibres projetés étaient confectionnés à partir de fibres en fonte amorphe du type pente-à-mousson, mise en œuvre par voie sèche. Enfin, mise en place de la couche de finition au mortier de ciment. Hormis les essais préalables de mise au point des différents produits de traitement en laboratoire, le chantier a fait l'objet tout au long de son déroulement de contrôles systématiques. Les plus importants ont bien entendu concerné le suivi des injections et l'appréciation de leur efficacité. Le système Sinus 2 et ses logiciels ont été encore une fois appréciés. Outre le suivi en continu de la progression de l'injection, ils ont permis tout au long de cette dernière d'éviter les surconsommations indues, mais aussi les risques de désorganisation des égouts ou des ouvrages riverains suite à des dépassements de pression prédéterminés. De plus, la visualisation du traitement a constitué un apport valorisant au niveau des contrôles et pour l'établissement de bilans ultérieurs. Plus classiquement, on a recouru au carottage en gros diamètre, 140 mm, pour apprécier la qualité du traitement au sein des maçonneries et du contact immédiat avec le terrain. Ceux-ci ont permis de vérifier que l'injection avait été concluante. La totalité des travaux de réhabilitation du réseau de l'île Saint-Louis s'est déroulée du 3 septembre 1990 au 12 juillet 1991. Ils ont exigé de réaliser près de 5000 forages, d'injecter quelques 600 m3 de sablon, 2000 m3 de bentonite ciment, de colmater environ 5600 mètres linéaires de fissures au microsol et 600 mètres linéaires au microsol rigidifié.
Les travaux ont été réalisés par Solétanche Entreprises. La maîtrise d'œuvre a été assurée par le service de l'assainissement de la ville de Paris, assisté par le laboratoire central des ponts et chaussées. Si l'on en croit Victor Hugo, par une belle matinée de 1805, le ministre de l'Intérieur de l'époque aurait dit à Napoléon, en lui parlant de Brunzeau, « Sire, j'ai vu hier l'homme le plus intrépide de votre empire. » « Qu'est-ce que cet homme et qu'est-ce qu'il a fait ?» dit brusquement l'empereur. « Il veut faire une chose, sire, visiter les égouts de Paris. » 185 ans plus tard, une poignée d'hommes non moins intrépides en avait réhabilité plus de 2 kilomètres en moins de 10 mois.